Je déclare la réunion du 10 novembre ouverte. Je vais passer la parole au chef de groupe pour voir s'ils ont des absents ou des excusés. Rafik. Oui. Julien. On est au complet. Merci. Serge. Ah ben oui. Virginie. Luc. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Je vous rappelle que nos travaux d'aujourd'hui sont consacrés aux réponses du Collège provincial, aux interventions des chefs de groupe et au vote de l'Assemblée provinciale sur les documents budgétaires 2022 et 2023. Le point 1 de l'ordre du jour, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2022. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, notre dernière réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Stanzebruge et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 54 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 7 novembre. L'Assemblée entend les réponses des membres du Collège provincial aux interventions du 7 novembre portant sur les spécificités relevant de leurs compétences directes. L'Assemblée entend les interventions des 5 chefs de groupe sur les documents budgétaires 2022-2023, y compris la note de politique générale. Le procès-verbal de la réunion du 7 novembre est approuvé. La séance publique est levée à 18h05. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Ce mardi 8 novembre, nous avons entendu les interventions des chefs de groupe sur les documents budgétaires 2022-2023. J'invite Madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Firquet à la tribune pour nous faire part des réponses du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe et aux documents budgétaires. Vous avez la parole, Madame la députée provinciale vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bon appétit Serge. Oui, mais je ne peux pas regarder des deux côtés en même temps. Julia, bon appétit. Je m'adresse à vous pour la 5e et avant-dernière fois de la législature. L'exercice d'aujourd'hui est certainement, et vous vous en doutez, le plus complexe qu'il m'ait été donné de réaliser. Alors, avant d'entrer dans le cœur de mon intervention, je voudrais commencer par remercier l'ensemble des services qui ont œuvré à la confection de ce budget initial 2023, que ce soit les différents services fonctionnels qui y travaillent depuis plusieurs mois ou le service du budget qui a mis tout ça en musique. Merci aussi, et je pense qu'il le mérite bien, à nos nouveaux directeurs général et financier. Ce budget 2023 est leur premier, pas le dernier, et il n'a pas été une mince affaire au regard de la situation pour le moins compliquée dont ils ont hérité. Il a notamment fallu faire preuve d'ingéniosité pour le boucler. Vous vous en rendez tous compte, j'en suis certaine, mais la qualité de leur expertise et des conseils prodigués au Collège provincial mérite d'être soulignée. Merci Pierre. Et merci Pierrick, qui est, je ne sais pas où. Voilà. À situation que je commencerai par qualifier d'exceptionnelle, intervention, j'espère que vous ne serez pas déçus, traditionnelle. Vous vous souviendrez en effet que si pour le budget 2021, j'avais pris la position d'un bourgmestre en exercice, pour le budget 2022, j'avais souhaité écrire au gouvernement wallon. Cette année, j'ai réfléchi à la meilleure manière de faire passer les messages que le collège souhaitait vous transmettre cet après-midi. J'avais encore plusieurs idées, n'ayez crainte. Chers collègues, la situation est telle, aujourd'hui et pour les années à venir,
que la plus grande clarté est requise, que la plus grande transparence est nécessaire et que la plus grande attention doit nous guider. Madame Gaillard, oui, tu ne mangeais pas, mais pas encore. Ah non, t'as fini. Madame Gaillard, avant d'entrer dans le vif de mon propos, je vais directement en profiter pour revenir sur l'essence de votre exposé. J'aurais pu être taquine et vous demander si vous ne vous étiez pas trompé d'intervention et si vous ne pensiez pas être à la COP et non à Liège. Mais je vous l'ai dit, je me suis donné comme ligne de réaliser une intervention plus sérieuse et plus lisible et je m'y tiendrai. Surtout que le sujet climatique que vous avez longuement évoqué est suffisamment grave et important et ce n'est pas la maman que je suis que vous devez convaincre. Comme nous tous, je me pose des questions pour l'avenir de nos enfants. J'estime juste, et peut-être que je me trompe, que le moment n'était pas bien choisi, en tout cas pour en faire le message principal. Malgré votre long plaidoyer, je n'ai en effet et malheureusement lu aucune proposition concrète sur ce que nous aurions pu ou dû faire de mieux ou autrement. Vous essayez en outre de diviser la majorité provinciale PSMR et de sensibiliser ainsi le PS, prétendant qu'il n'y a rien de surprenant concernant l'aile droite de la coalition. Madame Gaillard, lorsqu'on en est réduit à vouloir diviser ainsi une majorité, c'est qu'on n'a pas d'autres armes, pas d'autres arguments à proposer, c'est bien dommage. Plutôt que de diviser ainsi, je voudrais rappeler que c'est grâce à cette majorité PSMR, stable et solide, que la province de Liège est dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, avec les réserves qui sont les siennes et qui lui permettent davantage que d'autres d'amortir encore le choc. En clair, c'est la bonne gestion des années précédentes dont nous pouvons récolter aujourd'hui les fruits. Et j'ajoute que lorsqu'on propose ainsi un discours à ce point hors sujet dans le cadre du budget, c'est certainement parce qu'on n'a pas ouvert ce budget, je ne suis pas sûre que ce soit votre cas, quand je vois les questions que vous posez en commission et qu'on se dit qu'en restant général, ça passera. Et qui sait, ça c'est une analyse plus personnelle, si vous changez le mot province par ville dans votre discours, je pense que vous pourrez l'utiliser lors des débats budgétaires à oui, le mois prochain. Madame Gaillard, je n'ai pas eu la chance de lire le livre de Paul Magnette, pas encore du moins. Cependant, en entendant votre intervention et vos demandes d'orienter des moyens budgétaires suffisants pour prendre la mesure des défis de demain, et de nouveau, je vous rejoins en partie sur le fond, j'ai repensé à cette remarque relevée par Emmanuel Macron, certainement reprise par d'autres, et qui rappelle la difficulté de concilier fin du monde et fin du mois. Si je fais référence à ça, c'est pour faire le lien aussi avec la gestion de crise dont vous parliez. À son niveau, la province de Liège essaye de survivre aujourd'hui, à la fin de l'année, aux charges dont je vais longuement parler, de survivre à la fin de l'exercice budgétaire, de survivre à la fin de la mandature, de survivre à la prochaine DPR sans doute aussi. Si je fais le parallèle entre votre intervention et Emmanuel Macron, c'est pour évoquer le quotidien des citoyens, bien sûr, mais également pour rappeler les difficultés qui sont les nôtres. Si la province disposait de 100 ou 200 millions en boni, elle pourrait faire des choix et la transition écologique serait certainement une priorité encore davantage qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous n'ignorez pas que si la province lutte contre les changements climatiques d'une part, elle doit d'autre part encore et toujours lutter pour justifier de son utilité, pour sa survie, pour l'avenir de ses missions et de son personnel. Si on n'avait pas, comme vous dites, un ministre ou une DPR qui nous saigne, on aurait peut-être eu davantage de marge à consacrer à ces politiques écologiques. Enfin, soyons de bon compte, si je souscris en partie, je vous l'ai dit, à vos propos, et si cela ne peut être une excuse, vous conviendrez tous que la province n'est certainement pas l'acteur qui doit être en première ligne pour mener le combat. Elle fait cependant le job. M. Cappa l'a rappelé en détaillant notamment
le budget dédicacé au projet générateur d'économie d'énergie. J'en reviens au fil de mon intervention. Ne tournons pas autour du pot. On l'a dit en commission, la situation est catastrophique. Lors de sa présentation, le directeur financier vous a indiqué que la situation actuelle nous plaçait 2 ans avant les scénarios les plus pessimistes étudiés par son équipe quand le collège a établi sa trajectoire pour faire face à la reprise progressive du financement des zones de secours. En clair, 2 années d'avance sur un scénario catastrophique où nous aurons épuisé nos réserves. 2 années d'avance sur un plan qui a commencé il y a seulement 2 ans, puisque la reprise des zones de secours est effective depuis 2020 seulement. Monsieur Lejeune, le collège n'a pas attendu qu'en guise d'intervention, mardi, vous nous lisiez presque exclusivement les conclusions de l'avis légal du directeur financier pour prendre la mesure de la situation et partager, comme vous, son inquiétude. Je me dois ici de formuler quelques précisions introductives, précisions qui, pour certaines, ont déjà été communiquées les années précédentes, la situation n'ayant malheureusement guère évolué, et je le regrette. Il me semble pertinent de revenir dessus. Il n'y a aujourd'hui toujours pas eu le moindre vote au Parlement wallon sur la reprise par les provinces du financement des zones de secours, et les provinces n'ont en outre toujours aucune idée du sort qui leur sera réservé après 2024. Ce manque d'information ne facilite pas le travail budgétaire qui, par définition, se doit d'être le plus anticipatif possible, surtout dans une situation aussi compliquée et tendue que celle que nous connaissons aujourd'hui. Je me permettrai ici une réflexion plus générale quant à cette reprise du financement des zones de secours. L'année dernière, à pareille époque, certains réclamaient une reprise par la province à hauteur de 100%. Ils la réclament toujours aujourd'hui. D'autres, parfois les mêmes, réclament auprès du gouvernement wallon une autre manière de calculer, un calcul qui se rapprocherait davantage des chiffres de population et non de ce que les communes payaient jusqu'ici aux zones de secours elles-mêmes. Enfin, d'autres encore demandent que l'intervention provinciale pour le financement des zones soit indexée. La situation va devoir être clarifiée rapidement et une bonne fois pour toutes, afin que chacun comprenne les chiffres, les accepte et ne les remette pas en cause chaque année. Madame Gaillard, juste une incise ici. Je ne pense pas qu'un ministre régional seul veuille saigner les provinces et les rationaliser, comme vous l'indiquez. Vous noterez d'abord que le ministre en charge des pouvoirs locaux a changé il y a 2 ans et que celui qui porte le dossier aujourd'hui n'est pas celui qui a signé les premières circulaires, mais plus fondamentalement, vous admettrez que cette réforme n'est pas l'apanage d'un seul homme, aussi brillant et aussi utois soit-il. Elle est inscrite dans la DPR et est certainement davantage portée par votre parti plutôt que par ceux composant la majorité provinciale. Il suffit, pour s'en convaincre, et je vous invite à le faire, de suivre les débats au Parlement wallon et de voir avec quel ton et quelle certitude votre collègue utois, toujours, mais écolo cette fois, semble estimer que les provinces ne servent à rien et qu'il ne se prive pas pour le dire. Vous savez que je suis... Vous savez que je suis de nature optimiste et que depuis la sortie de la DPR, je n'ai eu cesse de répéter ici aux collaborateurs directement, et contrairement à ce que Mme Gaillard indiquait mardi en parlant de contraintes, de répéter donc que la reprise du financement des zones de secours devait être une opportunité pour notre institution. Je n'ai rien perdu de cet optimisme, mais les différentes secousses qui nous ont successivement frappés depuis 2020 rendent la tâche si ardue, si complexe que parfois on s'interroge. Nous connaissons le contexte international et la guerre en Ukraine qui provoque une crise sans précédent, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens, les entreprises, les associations, les clubs de sport, les pouvoirs publics, comme Madame Defrand l'a rappelé, nous sommes tous touchés par cette crise, par l'inflation galopante et par un pessimisme jamais vu. L'inflation de 10% pour 2022
et annoncé de minimum 6% pour 2023 a évidemment d'énormes impacts pour notre institution et à ce stade, j'en détaillerai deux. Tout d'abord, une augmentation importante mais maîtrisée à notre échelle de nos coûts énergétiques. Comme pour tout le monde, nos dépenses énergétiques explosent, plus 113%, passant de 6,8 millions au budget initial 2022 à plus de 14,5 millions à l'initial 2023. Mais voyons le verre à moitié plein, la situation aurait pu être pire encore, mais grâce à l'anticipation des services provinciaux, la province a bloqué les prix, tant pour elle que pour les pouvoirs locaux adhérents, à 100% en ce qui concerne le gaz en 2023 et 2024, et en ce qui concerne l'électricité, à 75% pour 2023 et 100% pour 2024. Imaginez si, sans ces clics, tels qu'on les appelle, nos factures s'étaient davantage envolées. Alors, en réalité, nous avons limité l'augmentation à x2, là où d'autres sont à x3, x4 ou même x5 pour certaines communes. Et je rappelle que notre comportement responsable a aussi des conséquences positives pour les communes bénéficiaires de notre centrale d'achat. Mais finalement, c'est assez drôle parce que la seule qui a relevé ce travail positif des services, c'est Madame Gaillard, en vantant les mérites de nos traders provinciaux et en les remerciant pour un parti qui se dresse généralement contre ses fonctions. Je pense que c'était à relever. Autre impact de l'inflation, une augmentation de nos dépenses de personnel via les multiples indexations. Selon les prévisions, ce sont entre 8 et 10 indexations de salaire qui grèveront le budget provincial entre 2021 et 2023. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces indexations sont essentielles pour notre personnel, lui aussi durement impacté par la hausse des prix, que ce soit pour son énergie ou pour remplir son frigo. Simplement au niveau macro, au niveau de notre institution, ces indexations se chiffrent chacune à 3,5 millions pour une année pleine. Multipliez-les par 6, par 8 ou par 10 et vous comprendrez l'ampleur que cela prend pour la province. Le collège provincial, pressé par la reprise du financement des zones de secours, avait déjà entrepris des mesures d'économie au niveau de ses coûts de personnel. La meilleure illustration, ce travail entamé par le collège, est sans conteste la diminution de 2,4 millions d'euros enregistrée lors de la 3e modification budgétaire 2022, une diminution qui concrétise une réduction des frais de personnel à hauteur de 6,5 millions pour l'année 2022. Ce travail est, pour 2023, complètement englouti par les index qui se succèdent encore, et en année pleine cette fois, mais de nouveau, voyons le verre à moitié plein, c'est notamment grâce à ces premières mesures que les dépenses pour le personnel propre à la province n'augmentent pour 2023, et malgré les multiples indexations, que de 1,26%, autrement dit, vraiment pas grand-chose. À côté de cette inflation, et pour rester dans ces influences budgétaires qui pèsent durement sur notre budget provincial, vous aurez remarqué que la cotisation de responsabilisation passe de 7,4 millions en 2022 à plus de 31,2 millions en 2023, soit une augmentation de 23,8 millions, c'est-à-dire 317%. C'est principalement celle-ci qui fait donc augmenter nos dépenses de personnel de 349 millions à 379 millions entre les budgets initiaux 2022 et 2023 et qui dilue du coup les efforts entrepris par le collège depuis l'annonce de la reprise du financement des zones de secours dont je viens de parler. Sans vouloir jouer à Calimero, car de nouveau ces externalités négatives impactent tous les pouvoirs locaux, nos budgets sont, depuis plusieurs années, largement tributaires de facteurs extérieurs. Souvenez-vous, pour le budget 21, il y avait l'impact des mesures Covid. Pour le budget 22, les inondations. Et pour le budget 23, les coûts énergétiques, les indexations salariales et l'explosion de la cotisation de responsabilisation.
Pour la province, bien sûr, nous pouvons ajouter depuis 2020 la reprise du financement des zones de secours. L'année dernière, tel un mauvais présage, et Madame Gaillard s'en souvenait puisque inconsciemment peut-être elle a repris cette formulation, je vous indiquais que le collège provincial était un collège de gestion de crise au pluriel, crise sanitaire, crise des inondations, crise des zones de secours toujours. Que dois-je donc ajouter cette année? Gestion de crise encore et toujours. La marge de manœuvre est donc réduite, voire inexistante pour le reste, pour d'éventuelles politiques et de nouveaux projets qui voudraient être menés. Clairement, nous slalomons entre les icebergs et nous tentons de les éviter les uns après les autres en espérant avoir enfin une mer dégagée face à nous. Avec tous ces éléments qui s'imposent à nous, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, nos dépenses augmentent de 9,54%, passant de 460 millions à 504 millions, alors que dans le même temps, nos recettes n'augmentent que de 6,84%, passant de 460 millions à 488 millions. C'est donc conscient de ces divers éléments que le Collège provincial a dû construire un budget 2023 qui tienne la route et qui soit en équilibre. Mesdames et messieurs, prenant en compte toutes ces externalités et lorsque les différents services ont rentré leur projet de budget, incluant les dépenses dites obligatoires et incompressibles, un besoin de 48 millions d'euros était identifié pour équilibrer notre budget. 48 millions d'euros uniquement pour équilibrer un budget, pas pour mettre en place de nouveaux services, pas pour offrir de nouvelles perspectives, notamment en matière énergétique, pas non plus pour engager du personnel, non, uniquement pour équilibrer et faire face à ces externalités qui s'imposent à nous. Clairement, la nécessité d'aller encore plus loin que ce que nous avions déjà entamé jusqu'ici s'est imposée. Je rappellerai que jusqu'ici, le collège entreprenait un colossal travail de réduction des dépenses de chaque département. Les efforts consentis commençaient à porter leurs fruits puisque, par exemple, certains départements, comme ceux du député président ou du député en charge des infrastructures, arrivaient déjà aux 15% d'économies à réaliser pour digérer la reprise du financement des zones de secours. Je vous ai parlé des dépenses de personnel qui, toute autre chose restant égale, diminuent, comme nous avons pu le voir avec la troisième série de modifications budgétaires. Un autre chiffre illustre ce travail qui donne ses premiers résultats. Les dépenses de fonctionnement général qui passent de 39,9 millions en 2021 à 38,2 millions au budget initial 2022 et 27,7 millions au budget initial 2023, soit une nouvelle diminution de 1,49%. Vous voyez que nous étions, je pense, sur la bonne voie. L'objectif était donc atteint chez certains, mais il n'est clairement pas suffisant et d'autres solutions, vous vous en doutez, ont dû être trouvées. Quelles sont ces solutions? Que devait donc faire le collège? Notre travail était et est toujours guidé par une ligne rouge, préserver le personnel en place. Ainsi, chaque collaborateur a conservé son emploi. Ceci est aussi rendu possible par le non-remplacement de certains départs naturels, que ce soit des départs à la pension ou des agents qui quittent volontairement, définitivement l'institution. Une ligne rouge et un objectif, prioriser les dépenses du budget extraordinaire pour ne garder que les investissements dans des projets ayant déjà démarré et ceux visant à réduire notre consommation énergétique. Une ligne rouge, un objectif et une priorité, n'altérer ni la continuité, ni la qualité du service public offert. Concrètement, Monsieur Lejeune, ce ne sont pas seulement 2 pistes que le collège a ainsi suivies, mais bien 3 leviers principaux qui ont été retenus pour équilibrer le budget qui vous est proposé. Premièrement,
Une recette de 4 millions supplémentaires provenant des centimes additionnels au précompte immobilier. Non pas, rassurez-vous, par une augmentation des CAPI, mais par l'inscription d'un pourcentage de perception plus important par rapport aux prévisions de la région. Cette recette a été discutée en deuxième commission. En clair, la région enrôle ses CAPI, elle communique préalablement un montant escompté aux pouvoirs locaux qui l'encodent dans leur budget. Traditionnellement, nous étions plutôt prudents, nous le restons, comparativement aux autres provinces en tout cas, et nous faisons le choix d'inscrire un montant correspondant à 95,2% du montant ainsi communiqué par la région. Deuxièmement, Monsieur Lejeune, une recette escomptée de 4 millions d'euros de nouveau provenant des droits fiscaux en instance. La province attend en effet de nombreux montants de part et d'autre et dont la perception d'une partie d'entre eux en 2023 pourrait s'élever en les additionnant à 4 millions d'euros. Et troisièmement, un prélèvement de 38,2 millions d'euros sur nos réserves. En effet, si ces 12,4 millions qu'il a fallu prélever pour équilibrer le budget ordinaire propre, il fallait également en prélever 26,4 pour équilibrer l'exercice global. Ce prélèvement de 38,2 millions est important, il est peut-être inédit même, il est la conséquence des externalités dont je vous ai parlé et des balises que nous nous sommes fixées. Ce prélèvement n'est bien sûr pas sans conséquence sur l'état de nos réserves, puisque celle-ci passerait de 134 millions au 31 décembre 2021 à 95 millions au 31 décembre 2023, avec une diminution de plus de 28% uniquement sur cet exercice budgétaire. Soyons lucides, la situation des réserves est inquiétante. Elle n'est cependant pas dramatique. Nos réserves ont en effet déjà été largement plus basses, à 61 millions il y a 6 ans, et ce n'est que depuis 2021 qu'elles ont repassé le cap symbolique des 100 millions d'euros. Mais clairement, si ce seul indicateur n'est pas si négatif que ça, les perspectives peu encourageantes à moyen et long terme doivent évidemment nous tenir en alerte. L'institution est à un tournant puisque jusqu'ici, nos bons résultats et notre saine gestion nous permettaient d'alimenter nos réserves pour financer tout ou partie de notre budget extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, vous aurez compris que malgré nos résultats et notre bonne gestion, nous sommes tout de même obligés d'aller puiser dans nos réserves pour financer notre exercice propre, c'est-à-dire pour payer le personnel, les frais de fonctionnement et les dotations aux zones de secours notamment. Le directeur financier vous l'a indiqué et vous l'avez presque tous relevé, à rythme constant, les réserves seront épuisées dans 3 ans. Il nous reste donc 3 ans pour trouver davantage de solutions pérennes, pour assurer notre avenir. Rappelons par ailleurs que pour l'élaboration de notre budget 2024, nous devrons prendre en compte le fait que notre participation dans les zones de secours s'élèvera à 60% de la part communale pour un montant de 41,6 millions d'euros et que, vraisemblablement, le fonds des provinces sera alors dépassé puisque cette année, nous recevons 36 millions, soit 5,5 millions de moins que ces 41 millions. Enfin, et à côté de ces éléments que vous voyez directement dans le budget et qui ont été présentés en deuxième commission, le collège a travaillé sur d'autres pistes. D'abord, la réduction, en tout cas pour 2023 et 2024, de la cotisation à l'ASPI. Monsieur Lejeune, je vais répondre ici à vos questions sur les intercommunales. Vous indiquez, et je peux partiellement en convenir, que la note de politique générale est laconique sur le sujet intercommunal participation. J'en profite pour remercier aussi les services ayant assisté le collège dans la rédaction de cette note de politique générale. Et je serai un peu plus longue ici que ce qu'il y a dans la note, notamment sur ce volet de l'ASPI, mais vous conviendrez que cette note n'a pas vocation à s'attarder sur chaque intercommunal. D'abord, pour vous rappeler, comme me charge de le faire mon collègue Claudie Klenkenberg,
que lors de la séance de la 5e commission du 19 octobre dernier à laquelle vous étiez présents, l'ensemble de nos participations a été exposé. Il y a été expliqué les structures pour lesquelles le collège étudiait la possibilité de se retirer et des documents complets vous ont d'ailleurs été remis. S'agissant du holding communal, d'abord, il vous a bien été confirmé avant votre passage à la tribune mardi que la valorisation a été ramenée à zéro déjà dès 2011 déjà. Ensuite, effectivement, et la presse nous le rappelle régulièrement, la situation est particulièrement complexe dans deux d'entre elles, la CIL et Immoval. Concernant cette dernière, le collège s'étonne de votre étonnement. En effet, que ce soit en commission ou en séance plénière, le collège a régulièrement fait rapport de l'évolution du dossier. Il continuera d'ailleurs à le faire au moment opportun. Je vous le rappelle, le but n'est pas de mettre la PRJ en péril. Soyez assurés du fait que le collège défend ses intérêts, notamment en s'appuyant sur l'avis d'avocats qui nous assistent dans les procédures en cours. Je ne vais pas reprendre la situation de chaque intercommunal, sinon nous y passerions la soirée, mais je suis certaine que M. Klenkenberg se tient à votre entière disposition. Revenons-en à l'ASPI. Pour ceux qui l'ignorent, la province, comme chaque commune, participe au financement de l'ASPI. Ainsi, l'intercommunal fixe le montant de la participation des communes, 1,4 € par habitant pour cette année. C'est ce que certains d'entre vous retrouvent dans leurs budgets communaux. La cotisation de la province, quant à elle, doit au moins être équivalente à l'addition des participations des 84 communes. Ainsi, pour 2023, la cotisation provinciale s'élèvera à 1,55 million d'euros. Mais ce n'est pas tout. À côté de cette cotisation classique, les statuts de l'ASPI prévoient que, chaque année, la province participe au financement de l'intercommunal via une augmentation en capital. Cette augmentation doit, selon les statuts toujours, être au moins équivalente à la cotisation provinciale versée. Pour 2023, cette augmentation de capital s'élèverait à 1,55 million d'euros toujours. Et avec ce mécanisme, sachez qu'aujourd'hui, la province détiendrait plus de 93% des parts de l'ASPI, alors qu'elle ne peut, décret wallon sur la gouvernance oblige, posséder que moins de 50% du pouvoir décisionnel. Dans le contexte qui est le nôtre, le collège provincial a souhaité, en tout cas pour les années 2023 et 2024, stopper ce double financement. Les démarches sont actuellement entreprises au niveau de l'ASPI pour modifier les statuts et arrêter pour 2023 et 2024 le paiement de cette cotisation. Et je profite de cette parenthèse sur l'ASPI pour remercier les administrateurs écolos et engagés qui ont compris la démarche initiée au conseil d'administration de l'intercommunal et qui l'ont soutenue par leur vote. La justification de la proposition du collège est en réalité la même que celle qui a guidé l'ensemble de nos travaux budgétaires. Puisse cette position exprimée à l'ASPI être répétée cet après-midi, j'y reviendrai. J'y reviendrai. C'était quand même la même démarche. Par cette démarche initiée à l'ASPI, nous voulons d'une part montrer que la province ne peut et ne veut plus être simplement considérée comme cette vache à lait qui finance et qui se tait, mais aussi d'autre part imposer à l'ASPI une réflexion quant à ses missions et à son cadre d'action qui, d'aucuns en conviendront, est certainement devenu illisible et redondant par rapport aux missions d'autres opérateurs économiques de notre province. Pensons à Essetia, Nochac ou encore à l'AIDE. Et finalement, ce qui est imposé à la province quant à la redéfinition de ses missions pourrait certainement être imposé à davantage de pouvoirs publics et à certaines intercommunales pour commencer. Sans doute l'ensemble de l'offre de services des acteurs économiques locaux doit-elle être repensée dans son ensemble. Ensuite,
À côté de l'ASPI, le collège a travaillé sur le deuxième pilier. J'y reviendrai pour son implication évidemment positive pour les collaborateurs contractuels, mais au niveau de l'institution, c'est une réduction de la facture de la cotisation de responsabilisation à concurrence de 50% du coût du deuxième pilier et une suppression de la pénalité qui est escomptée. D'ici 2027, c'est une économie nette de 46 millions d'euros qui sera engrangée grâce à l'adhésion à ce deuxième pilier de pension. Monsieur Lejeune, s'agissant de la note de politique générale, vous trouvez également que celle-ci est prolixe de mots comme rationalisation immobilière, rationalisation efficiente des bâtiments, et selon vous, lorsqu'on en dit trop, on n'en fait pas assez. Ça, monsieur Lejeune, c'est pour les hommes ou pour les frites McCain, ce sont ceux qui en parlent le plus, et vous connaissez la suite. Monsieur Lejeune, la province est comme une vieille tante, assise au repas de fin d'année, comme ce vieux meuble qui prend les poussières dans le salon. Elle sait ce qu'elle veut, et quand elle le dit, elle le fait. Des bâtiments sont donc en vente, d'autres le seront encore prochainement suite au déménagement et rassemblement qui s'opèrent depuis ce lundi. Ceci dit, dans le cadre du marché qu'est une vente, nous sommes tenus à la confidentialité des échanges. Mon collègue André Denis me rappelle cependant que le sujet est régulièrement abordé en 4e commission et qu'il vous propose de faire un point actualisé sur la situation de la mise en vente de certains bâtiments lors d'une prochaine réunion de sa commission. En ce qui concerne les 19 degrés dans les bâtiments, la question a été abordée lors du dernier conseil. Mon collègue André Denis, de nouveau, nous rappelle qu'une note a été adressée début octobre à l'ensemble des responsables d'établissements pour les informer de la diminution des consignes de chauffe de 2 degrés lors de la relance des chaudières pour cet automne-hiver. On restera ainsi dans les températures de confort, quelle que soit l'affectation des locaux. Pour les chaudières, gérées par télégestion, l'opération utile à cette modification a d'ores et déjà été effectuée. Pour celles nécessitant une manipulation manuelle sur l'écran de la chaudière elle-même, lors de la relance, le travail est en cours. Des agents se déplacent sur les différents sites à cet égard. Et en ce qui concerne le cadastre énergétique, André Denis, toujours, m'indique que plusieurs opérations nous permettent de surveiller, énergétiquement parlant, notre bâti. Notons d'abord que nous mettons actuellement en place la télédétection des compteurs pour connaître nos dépenses exactes en énergie, gaz, eau et électricité. Ensuite, avec les provinces de Luxembourg et de Hainaut, nous avons développé un outil web commun de cadastre et de suivi énergétique. Il permet d'avoir une vision précise et adaptée aux domaines provinciaux des consommations en matière de gaz, d'eau et d'électricité et de mazout, d'en assurer la bonne gestion, d'identifier rapidement les éventuelles consommations anormales et d'y apporter les réponses techniques adéquates. Enfin, nous avons aussi prévu d'avoir recours à un bureau de conseil spécialisé en stratégie énergétique pour affiner notre approche du parc immobilier provincial et d'en être le meilleur gestionnaire possible en regard de la crise énergétique et des enjeux environnementaux actuels. Avec tous ces choix, certains plus importants que d'autres, le collège peut aujourd'hui vous présenter un budget dans lequel recettes et dépenses s'équilibrent. Ce budget est difficile, mais il tient la route et il garde le cap de l'équilibre. À côté des éléments compliqués dont je viens de parler, je voudrais aussi relever quelques notes tout de même d'optimisme. Effectivement, même s'il y en a peu, des raisons de se réjouir sont présentes dans notre budget. Ainsi, le budget extraordinaire, qui consacre de vrais leviers politiques, est toujours crédité de 38 millions d'euros pour les travaux. Monsieur Rassa, ce n'est pas anecdotique. 38 millions d'euros, ce n'est pas un budget en mode mineur. Et le collège est fier de pouvoir dire que des projets portés de longue date seront ainsi menés à leur terme.
En plus de ces dépenses en investissement au budget extraordinaire, le collège a également pensé au personnel. Je vous l'ai dit les années précédentes, les différentes crises que nous avons connues ont eu un mérite, celui de rappeler à tous que le personnel provincial est présent, disponible, motivé, qu'il sait s'adapter aux aléas du quotidien et qu'il sait travailler. Le collège n'oublie pas ses collaborateurs et veille tant à leur épanouissement professionnel qu'à leur avenir. En ce qui concerne leur épanouissement professionnel, plus que jamais, la mobilité interne se développe au sein de l'institution provinciale. Concrètement, plus une semaine ne se passe sans qu'une offre d'emploi, et j'insiste, une offre en mobilité interne, ne soit communiquée aux collaborateurs provinciaux. Ceux qui le souhaitent et qui répondent bien sûr aux critères des offres publiées peuvent ainsi se réorienter. Changer de service et voir autre chose fait sans doute parfois du bien à certains collaborateurs, et nous le comprenons. L'idée du collège est aussi d'en faire une opportunité en termes de compétences mises à profit dans notre service, bref, du win-win. J'arrive sur vous, donc je bois un petit coup. Ah oui, Monsieur Rassa, vous faites fausse route lorsque vous parlez de flexibilité imposée aux agents. Deux précisions. D'abord, vous rappelez que dans le contrat de travail de chaque employé, un article stipule que l'employeur se réserve le droit, pour des raisons liées à l'organisation et ou au bon fonctionnement de l'institution, de modifier le lieu de travail. Cette clause existe, mais n'est presque jamais activée car le collège est conscient que si l'agent n'est pas partant, ça ne marchera pas, on ne serait pas dans du win-win. Ensuite, vous indiquez que dans 99% des cas, le processus de mobilité est volontaire. Il ne s'agit pas d'une flexibilité imposée, mais de la possibilité qui est offerte aux agents de postuler à des offres en mobilité interne qui leur sont proposées. En ce qui concerne leur avenir à présent, le collège provincial a décidé d'une mesure forte, déjà annoncée, et qui est appréciée à sa juste valeur, je pense. Lorsque la nouvelle proposition d'ETIAS concernant l'entrée dans le deuxième pilier est arrivée, nous avons souhaité, au niveau du collège, y répondre favorablement afin de valoriser davantage le personnel provincial. En clair, dès cette année, puisque la mesure est rétroactive, le personnel contractuel de la province bénéficie d'un deuxième pilier de pension. Cette décision impacte directement la pension et donc le pouvoir d'achat des travailleurs provinciaux contractuels, puisque grâce à ce deuxième pilier, la pension d'un agent contractuel se rapprochera autant que faire se peut de la pension d'un agent statutaire. Par contre, Monsieur Rassa, si je ne serai pas trop longue sur votre amendement budgétaire qui, comme le veut le règlement, sera discuté en commission, sachez que le collège est bien conscient des difficultés actuelles rencontrées par le personnel provincial, comme pour chaque citoyen, je pense. Je vous rappellerai ici que le collège, pendant les premiers pics de la pandémie Covid et les premiers confinements, avait décidé de ne jamais recourir au chômage temporaire et que les employés provinciaux ont toujours continué à percevoir 100% de leur salaire. Ça n'a pas été le cas partout, même dans certains pouvoirs publics. Ces deux mesures, mobilité et deuxième pilier, contribuent à maintenir l'attractivité de la province de Liège comme employeur. Si la province engage, il est vrai, moins qu'avant, voire plus du tout, elle prend soin du personnel en place et tente de le valoriser au mieux. Vous l'aurez compris, pendant que certains organisent des vendredis de la colère, d'autres mettent leur vendredi à profit pour travailler en collège, sur les pistes, pour maintenir une institution provinciale sur les voies, des services de qualité et un emploi stable aux travailleurs provinciaux. Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, j'en arrive à la conclusion de cette intervention qui, comme je vous l'ai annoncé en introduction, s'est révélée bien plus traditionnelle que les autres années. Plus traditionnelle et plus pessimiste également.
La situation est-elle compliquée? Est-elle à étudier? Est-elle compromise? Je me posais la question au moment de préparer cette intervention et d'en choisir la tonalité. Il n'y a qu'une seule réponse que je vous ai déjà donnée en commençant. La situation de l'institution provinciale est aujourd'hui catastrophique. J'ai bien entendu les intentions de vote des 3 groupes de l'opposition. Il n'y a malheureusement pas vraiment de surprise. Je les ai peut-être un petit peu détendus, on ne sait jamais, mais cet après-midi, en conclusion de cette intervention, je vous demanderai de prendre un peu de hauteur, un peu de recul, en clair, de sortir des chiffres et de regarder ce budget avec humilité. De nous dire, avec cette reprise du financement des zones de secours, avec ces factures énergétiques qui augmentent, avec ces multiples indexations qui explosent les frais de personnel, qu'aurions-nous pu faire d'autre? Qu'aurions-nous fait de mieux? Si nous, écolos, engagés, peut-être même PTB, avions été membres du collège, qu'aurions-nous fait d'autre que ce collège, PS et maire, n'a pas fait? Quelle autre recette aurions-nous pu trouver? Quel lapin aurions-nous pu sortir de notre chapeau? J'ai entendu vos interventions respectives et il y avait notamment dans le chef des engagés un réel travail d'analyse qui mérite d'être souligné. Il faut aller plus loin, bien entendu, et vous l'avez tous dit, avec des nuances. Les engagés ont d'abord indiqué que le collège avait fait le job, dans une optique de continuité. Maintenant, le taux pour les centimes additionnels et conservant son talon d'Achille, les dépenses de personnel. Le PTB propose, lui, de taxer les surfaces de bureaux, tout en admettant que le rendement de celles-ci ne remplacerait pas celui du précompte immobilier. Cette taxe, petite parenthèse, Monsieur Rassa, ne fait pas partie de la nomenclature des taxes pour les provinces et va à l'encontre du gel fiscal voulu par la région. Sa perception engendrerait des moyens budgétaires conséquents. Or, les taxes doivent être rentables, si non dissuasives, et j'ajoute qu'elles frapperaient différemment les parties du territoire provincial et seraient dès lors discriminatoires. Voilà quelques arguments communiqué par mon collègue Claudie Klenkenberg. Il me rappelle en outre, M. Rassa, que l'ensemble de ces éléments a été expliqué en long et en large, décidément t'en dis des choses à tes commissions, lors de sa commission d'octobre dernier. Écolo, enfin, nous reproche de ne pas répondre aux exigences du ministre qui veut saigner les provinces et les rationaliser. Pour Écolo, il faut un recentrage des missions et ne pas se limiter à la volonté de réduction de 15%. Mais concrètement donc, que proposez-vous? De diminuer les taxes? L'équilibre aurait été encore plus difficilement atteint. De tailler dans les dépenses de personnel, de rationaliser ou d'opérer une réorganisation rationnelle? J'ai repris vos mots, de beaux mots, mais concrètement, j'y reviens, on fait quoi? On fait comment? Pour diminuer encore plus qu'aujourd'hui les dépenses de personnel, vu qu'on n'engage plus, il faudrait licencier. Du coup, ça répondrait peut-être à la demande des engagés et ça permettrait la réorganisation demandée par Écolo. Allez-y donc, dites-nous, combien d'agents, quel profil, quels services, iProms, les sports, la culture, la formation, comment le justifie-t-on ou supprime-t-on des services tout en gardant des collaborateurs qui ne font rien? Je rappelle aussi que dans ses premières notes sur la reprise du financement des zones de secours, le gouvernement wallon souhaitait examiner les possibilités de faciliter la mobilité volontaire des agents provinciaux de la fonction publique locale vers la fonction publique régionale. On n'a rien vu venir. Qu'aurions-nous donc pu faire d'autre? À mon niveau et en toute humilité, je ne vois pas. Je pense très sincèrement que le collège, aidé par les services, le directeur général provincial et le directeur financier, a fait le maximum pour présenter un budget en équilibre
tout en préservant le personnel provincial et en garantissant la qualité des services offerts. Partant de ce constat, je formule, vous l'avez compris, un vœu. Prenons de la hauteur, prenons du recul, sortons des postures politiciennes, des polémiques stériles. Regardons la situation avec intelligence et lucidité et faisons preuve de solidarité. Je n'ai ni l'âge ni l'expérience de M. Capa, mais j'espère ne pas être plus naïve non plus. Et évidemment, personne ne se réjouit de puiser dans ses réserves. Personne ne pense que c'est une bonne nouvelle de les amputer ainsi de 28%. Personne ne se félicite que ces mêmes réserves à allure constante soient nulles dans 3 ans. Mais aujourd'hui, je vous le demande, avions-nous d'autres choix? Je souhaiterais donc, en ces temps de crise, que ce soit pour l'institution, mais également et surtout finalement pour l'ensemble de la population, que le Conseil provincial reste uni face aux défis qui s'imposent à nous. Que le Conseil provincial, dans son ensemble, vote ce budget de crise, de rupture aussi, et montre au personnel qu'il est uni derrière lui et travaillera pour sauvegarder son emploi et garantir ainsi la qualité des services rendus aux citoyens. Que le Conseil provincial, dans son ensemble, vote ce budget de crise et montre à la population que les responsables politiques peuvent encore être unis et dépasser les polémiques stériles. Unis, solidaires et responsables. Responsables, comme M. Capa l'a souligné, et non trop prudents ou manquant d'ambition, comme M. Lejeune l'a laissé entendre par une citation. Je pense que, sincèrement, nous devons nous serrer les coudes, qu'il ne sert à rien aujourd'hui d'appeler à la fin des provinces ou à la fin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, pourquoi pas. Coopérer ou périr, disait Madame Gaillard, citant Antonio Gutiérrez. Comme pour le climat, l'avenir de la province, de ses missions et de son personnel nécessite que nous soyons responsables et unis. J'espère que, Madame Gaillard, vous voulez coopérer, car je ne peux pas imaginer que vous vouliez que la province et ses missions périssent. Et je terminerai moi aussi par une citation tirée de l'Anomalie. En plus, ce titre se prête bien à la situation budgétaire de l'année à venir. Le vrai pessimiste, c'est qu'il est déjà trop tard pour l'être. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion sur les documents budgétaires 2223/01 à 012 et nous pouvons passer au vote. Le point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 2223/01, budget provincial 2022, troisième série de modifications, qui est pour les conclusions de la deuxième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 6 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Le groupe PTB, le groupe Écolo, le groupe Désengagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, le document 22-23/02, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires 2022, quatrième série, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, les Écolos et les Engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour, le document 22-23/03, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement général relatif à la perception des taxes provinciales, qui est pour les conclusions de la cinquième commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour?
le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe PTB, qui s'abstient, les engagés et Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 5 de l'ordre du jour, le document 22-23/04, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitraille et de véhicules hors d'usage, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions, qui est pour le groupe PS, le groupe MR, le groupe Écolo, qui est contre, les engagés, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 6 de l'ordre du jour. Le document 22-23/05, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d'usage, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 10 voix pour et 2 abstentions, qui est pour le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, les engagés, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 7 de l'ordre du jour, le document 22-23/06, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 10 voix pour et 2 abstentions, qui est pour le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe Écolo, les engagés, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, document 22-23/07, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement relatif à la taxe sur les permis et licences de chasse, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 11 voix pour et 1 abstention, qui est pour les Écolos, le PS, le MR, qui est contre, les engagés, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 9 de l'ordre du jour, le document 22-23/08, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif au permis d'environnement, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, vous proposait d'adopter cette résolution par 10 voix pour et 2 abstentions, qui est pour les Écolos, le PS, le MR, qui est contre, les engagés, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 10 de l'ordre du jour, le document 22-23/09, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, règlement relatif aux exonérations en faveur d'activités industrielles nouvelles, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 10 voix pour et 2 abstentions, qui est pour les Écolos, le PS, le MR, qui est contre, les engagés et le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 11 de l'ordre du jour, le document 22-23/010, perception des taxes provinciales pour l'année 2023, résolution fixant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Le groupe PS, le groupe MR, et le groupe Écolo, qui est contre, le groupe PTB, les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour, le document 22-23/011, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2023. Pour rappel, la 2e commission proposait d'adopter le budget 2023 par 6 voix pour et 5 abstentions. Nous allons à présent, pour ce point, passer et procéder à un vote par appel nominal. Je vous demande de répondre clairement oui, non ou abstention à l'appel de votre nom, et je demande au premier secrétaire de faire l'appel. Bachi Mustafa. Oui. Basta Astrid. Muriel Brodiouvilla. Capa Serge. Tialon Thomas. Colombini Déborah. Crane Katharina.
Aline de Barros, Alain de Serres, de Franfirque et Virginie, de G. Maxime, Delray Marc, André Denis, Dubois Guy, El Ajaji Agib, Ernst Serge, Fernandez Miguel, Firquier Cathy, François Nathalie, Frenet Muriel, Gaillard Sandrina, Gillard Luc, Grador Isabelle, moi-même, Artok Paul, Ouzio Alexis, Able Isabelle, Klenkenberg Claude, Lacombe Catherine, Lebeau Caroline, le jeune Jean-Denis, le jeune Luc, Roland Léonard, Lux Valérie, Magnery Marc, Meuren Jean-Claude, Monville Marie, Moukas Assia, Muller Daniel, Nandra Sabine, Neven Jacob Chantal, Nissen Didier, Osman Alfred, Piron Grégory, Rassa Rafik, Renson Karine, Samedi Isabelle, Chêne Marie-Christine, non. Schrobilgen Jacques, Soeva Siane, Tans de Bruges Anne, Treinen Odette, Van de Berg Victoria, Van de Bury Julien, Whistler Daphné et Jadot Jean-Claude. Oui. C'est par 31 oui et 24 non que le Conseil adopte le budget 2023. Point 13 de l'ordre du jour, le document 22-23/012, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2023, première série, qui est pour les conclusions de la 5e commission, qui, je le rappelle, proposait d'adopter cette résolution par 7 voix pour et 5 abstentions. Qui est pour? Le groupe S, le groupe MR. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB, les écolos et les engagés. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 14 de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé, déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 à 16h30. Après le Conseil, si vous le souhaitez, nous pouvons prendre un verre de fin de session ensemble. Merci.